le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Raby. Sophie est pionnière de l'éducation bienveillante. Elle est la fille de l'écrivain, agriculteur et fondateur du mouvement Colibri, Pierre Rabhi. Maman de 4 enfants, elle gère depuis plus de 15 ans la Ferme des Enfants, une école alternative en Ardèche, au milieu d'un environnement naturel et ressourçant. Elle a basé cette école sur la pédagogie Montessori, et c'est ce qu'elle appelle aujourd'hui la pédagogie de la bienveillance. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Sophie. Bonsoir. Ça va depuis 2 minutes? Je vais bien. Et bonsoir à tous. Merci d'être là. Ouais, merci à tout le monde. Comme je le disais, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant quand même qu'on se connaît. On a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois et en off et en live et pendant les événements qu'on organise. Mais malgré tout, je sais qu'il y a quand même des gens, évidemment, qui ne te connaissent pas. Donc, je vais te laisser te présenter, Sophie, pour qu'on sache qui tu es, que fais-tu, d'où viens-tu. Dis-nous tout. Je m'appelle Sophie Raby-Bouquet. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, je suis la fille de Pierre Rabhi, qui est décédé en décembre 2021, mais qui a laissé derrière lui un bel héritage. Que ce soit en livre, en vidéo, en film et surtout en inspiration, puisqu'il a vraiment inspiré des milliers et des dizaines de milliers de personnes, dont moi d'ailleurs, je peux le dire aussi. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir des parents très inspirants et d'avoir grandi dans leur aventure familiale, dans une ferme en pleine nature, ce qui m'a donné l'impulsion de continuer à vivre proche de la nature et de pouvoir contribuer aussi à une recherche qui a commencé également dans ma famille et notamment par mon père, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut vivre autrement, plus en accord avec la nature, notre nature, les ressources de la planète. Et comment est-ce qu'on peut faire face aux grands défis qui nous attendent et qui attendent l'humanité et notamment nos enfants, nos petits-enfants actuellement, à savoir, je ne vais pas énumérer toutes les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, mais c'est pour moi une situation très préoccupante qui m'inquiète et qui me mobilise depuis de nombreuses années. Et ma réponse à moi, en termes de conviction et en même temps d'engagement, ça a été de prendre soin de l'humain. En fait, je crois que l'écologie, c'est aussi vraiment une question humaine. Donc, prendre soin de l'humain, prendre soin de l'écologie humaine et pouvoir reconnaître que, en quelque sorte, nous sommes engagés sur une fausse route qui est liée à une série de malentendus que je relie personnellement à la manière dont nous accompagnons les enfants. Donc là, je me suis reliée vraiment à la pensée d'Alice Miller, notamment à la pédagogie noire et au fait que tant que nous allons maltraiter l'humain à travers l'éducation et notamment la violence éducative ordinaire, eh bien effectivement, nos comportements individuels et collectifs auront de la difficulté à se transformer. Mais mes recherches m'ont amené à conclure que, au fond, notre véritable nature, c'est une nature de caregiver, donc de donneur de soins. Ça ne fait pas aussi bien en français qu'en anglais le terme, mais donc l'éthologie humaine l'a mis en lumière, la théorie de l'attachement. Les neurosciences aussi, maintenant depuis quelques années, ont confirmé cette thèse qui veut que nous soyons
avant tout des êtres d'empathie, de soins, et que ces compétences-là pourraient être mises au service du vivant pour résoudre un certain nombre de questions qui sont préoccupantes aujourd'hui. Mais oui, Voilà. d'ailleurs, le, le souvenir que j'ai, c'est qu'on en avait parlé aussi, tu sais, quand je t'ai interviewé pour le film L'école de la vie. Et ça rejoint de très près ce que je dis, moi, ce que je prône aussi depuis de nombreuses années maintenant, comme quoi tout part de l'éducation et qu'on a vraiment intérêt à accompagner nos enfants le plus tôt possible vers cette dimension qu'on pourrait appeler, oui, le savoir-être, la connaissance de soi, quoi. Autant tout part de l'éducation, mais aussi autant tout part de la connaissance de soi, quoi. Oui, absolument. Et fondamentalement, le tout petit enfant, il est quand même, voilà, très naturellement inspiré par le vivant qui est en lui. Maria Montessori parlait de guide intérieur. Et notre travail, j'utilise de moins en moins le mot éducation parce que je le trouve galvaudé, je le trouve finalement un peu farceur ce mot, dans le sens où peut-être la vraie solution, ça serait plus d'accompagner, donc de permettre à l'enfant de libérer tout son potentiel, de rester lui-même, d'éviter la dissociation que l'on retrouve Ouais. souvent dans l'éducation, et donc de préserver ce qui est vraiment naturel et vivant à l'intérieur de lui. Oui, c'est ça, de l'accompagner vers ses excellences, là où il est bon naturellement, enfin, ce qui fait que c'est lui et que c'est pas quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, quoi. Absolument, oui, tout à fait. On est déjà très, très bien équipés à la naissance, Oui, donc mais ouais. réjouissons-nous. Mais c'est ça. Tu me dis si je me trompe, mais autant, ton père disait que si on changeait l'agriculture, on changerait le monde. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que si justement on allait de plus en plus dans cette direction au niveau de l'éducation, on changerait aussi la face de notre planète. Enfin, l'humanité serait complètement différente, quoi, tu vois? Donc, et on répondrait, pour aller dans le sens de ton livre, à tous les enjeux qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, mais de manière complètement différente aussi, quoi. Ah ben, moi, j'en suis profondément convaincue. La terre c'est également un élément hyper important. Là, en ce moment, nous, on a un stage de permaculture dans notre écolieu. On est vraiment en lien aussi avec cette dimension. Mais mon père disait aussi qu'on peut très bien manger bio, cultiver son jardin, avoir des panneaux solaires et puis maltraiter ses proches ou son voisin et être dans Ouais. la dualité et le conflit avec ceux qui sont autour de nous. Et à ce moment-là, on va perpétuer des drames qui sont malheureusement très très nombreux dans notre histoire et qui en plus s'auto-entretiennent parce qu'un drame appelle un autre drame. Et on sait les conséquences des guerres, les conséquences des génocides, etc., pour prendre des très grands drames. Mais il y a aussi tous les petits drames du quotidien ou de la vie familiale ou de la vie personnelle qui ont aussi une incidence à la fois sur la manière dont la suite de notre vie va se dérouler et la manière dont on laisse un héritage souffrant aussi à nos enfants. Oui, ben là, Donc, tu parles de la violence éducative ordinaire. je parle de la violence éducative ordinaire et de ses conséquences. C'est-à-dire, le travail d'Alice Miller, ça a été vraiment de mettre en lumière le fait que on ne naît pas violent, on le devient et que toute personne maltraitée ne devient pas forcément maltraitante, mais que l'inverse est vrai. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une personne maltraitante, que ce soit une maltraitance qu'elle retourne contre elle-même, contre les autres ou de manière même politique, institutionnelle, ou contre la nature aussi, parce qu'on est parfois d'une très grande cruauté à l'égard de la nature. En tout cas, il y a de l'inconséquence vis-à-vis de l'environnement et de la nature. Et bien tout ça, c'est vraiment le résultat d'un humain qui est dévoyé, d'un humain qui est altéré dans ses capacités, dans ses fonctions de caregiver, dans sa Mmh, capacité à mmh. prendre soin. J'aime bien ce terme caregiver, ouais. Ouais, c'est un J'aime beaucoup. joli. Ouais, Mm. carrément. Et donc ton livre, apporte quoi précisément? Un éclairage, des outils, de l'inspiration, ça génère des déclics? C'est, Écoute, il faudrait demander au lecteur. Pour l'instant, les retours que j'en ai, sont positifs. Pour moi, c'était un peu la synthèse de toute ma recherche. Une recherche qui est passée par évidemment un travail de connaissance de soi, comme tu disais, hein. Donc moi, j'ai eu besoin de fréquenter les thérapeutes, les groupes de thérapie, d'aller
vraiment chercher à l'intérieur de moi, retrouver ma vérité, retrouver aussi les raisons de ma souffrance personnelle ou de mes souffrances personnelles. Et aussi, ce que m'ont permis les projets que j'ai pu développer, de créer une école, de s'occuper d'enfants, de mes enfants aussi en tant que maman, puisque j'ai accompagné 4 enfants. Et puis aussi de créer des écolieux. Donc, je suis actuellement sur le deuxième écolieu en création de mon existence. Et le premier, il m'a pris 20 ans de ma vie. Et donc, tout ça, c'est très apprenant. J'ai beaucoup appris et je me suis aussi beaucoup questionnée parce que j'ai eu des désillusions très importantes, des déconvenues très importantes et notamment toujours ce fameux facteur humain, tu sais, dont on parle Ouais. dans les organisations et qui est présent partout. Hein. On n'a pas besoin d'être dans les alternatives pour le vivre, le facteur humain, et qui, lui, va nous laisser un peu perplexes quant à parfois la violence que peuvent déployer les humains quand ils essayent de faire quelque chose ensemble et que c'est entravé par des logiques de groupe, par des logiques d'ego, par des désaccords, par une incapacité à gérer le conflit Ouais. et à s'entendre et à coopérer tout simplement. Donc tout ça, ça questionne beaucoup. Aujourd'hui, dans tous les collectifs, dans toutes les organisations que je connais, c'est toujours Oui. cette question qui va revenir au centre. Ah oui, le fameux facteur humain, hein. Moi, j'en étais arrivé à une conclusion, on en parlait justement avant qu'on fasse le live, tu sais, je crois que c'était d'ailleurs on s'était rencontrés, peut-être au 2e ou 3e festival pour l'école de la vie, qui était l'idée de créer justement une école de la vie. Je te disais avant qu'on commence le live que moi, pour le moment, je sentais qu'il fallait pas que je mette de l'énergie dedans, qu'il y avait plein de raisons, mais notamment parce que c'est énergivore. Et l'autre raison, c'est ce que tu évoques, c'est vraiment pour avoir discuté avec beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de personnes qui le vivent encore aussi, c'est vraiment ce fameux facteur humain. Et ma conclusion, c'était de me dire que je vais revenir à la connaissance de soi. Si chacun, tu vois, on va prendre un exemple d'un écolieu, quoi. Imaginons, je sais pas, il y a une dizaine de personnes, par exemple, qui sont présentes. Si chacun prenait le temps nécessaire tous les jours pour se faire passer lui en priorité, c'est-à-dire de s'occuper de lui, tu vois, pour faire tout en fait, tout ce qu'il faut, du mieux qu'il peut tous les jours, pour être bien dans sa tête et bien dans son corps. Je pense qu'on pourrait limiter davantage ce fameux facteur humain, parce que de ce que j'observe, en fait, les gens se regroupent sur des idéaux communs, des énergies communes, des valeurs communes, c'est génial, tu vois, donc ils se lancent, super. Puis après tout ça, ça s'essouffle un petit peu parce que tu es la première quand même à le savoir, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et dans tout ce lot-là, en fait, les gens s'oublient totalement, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas d'eux, parce qu'ils sont pris dans cette énergie collective de gérer un lieu, de le développer, etc. Et moi, je suis convaincu de ça. Je pense que si déjà, au moins chacun, mais c'est une vraie responsabilité citoyenne, hein, au-delà d'un écolieu, hein, si chacun faisait vraiment cet effort, entre guillemets, de prendre soin de soi tous les jours du mieux qu'il peut, de se nourrir, tu vois, profondément, de remplir vraiment tous ces réservoirs d'énergie, etc. Je pense qu'il y a des chances quand même que ça se passe différemment. Oui, on évoquait ça tout à l'heure. Effectivement, lorsqu'on est dans une action assez conséquente où il y a des enjeux à la fois financiers, collectifs, par rapport à l'environnement, par rapport à une production, par rapport à la nature, par rapport à des enfants, etc., ça laisse assez peu de temps pour s'occuper de soi, en fait. Nous, on a une baseline qui est prendre soin de soi, des autres et de la terre. Et je t'avoue que la première partie, prendre soin de soi, on a parfois beaucoup de mal à l'incarner. Parce que quand on est dans des alternatives qui sont très demandantes comme ça, parce qu'on est sur des modèles qu'il faut créer sur mesure, en quelque sorte, avec un cahier des charges qui est très exigeant, parce que on veut réduire notre empreinte écologique, on veut produire notre nourriture en partie, du moins, on veut prendre du temps vraiment pour s'occuper de nos enfants, et on veut se réapproprier des gestes du quotidien plutôt que d'ouvrir des boîtes ou des surgelés, on veut vraiment cuisiner, et puis on veut vraiment construire notre maison, et puis on veut fabriquer notre énergie. Et en fait, quand tu fais la liste de tout ce qu'on veut faire et qu'on essaye de mettre en œuvre, effectivement, le temps pour soi, il disparaît parce que en plus, on peut pas s'affranchir non plus des contraintes de la société.
Donc ça aussi, c'est un lourd fardeau parce que finalement, il nous faut toujours une forme juridique avec une partie administrative, avec une partie comptable, avec etc. Et on le sait à quel point tout ça, plus c'est important et plus ça prend du temps, c'est énergivore, c'est Mmh. euh, donc la difficulté, c'est encore d'arriver à conjuguer tout ça suffisamment harmonieusement pour qu'on trouve vraiment du bien-être et du temps pour soi, quoi. Et ça c'est une vraie tension dans les collectifs, dans les écologiques ou OK. mmh. Et vous avez déjà réfléchi à ça? Et il y a pas de possibilité de se faire passer en priorité tous les jours? Je te donnais un exemple, mais peut-être que c'est le cas aussi pour toi. Moi, je suis réveillé à 5h30 du matin, pour plein de raisons, mais notamment une des raisons, c'est que ça me laisse, forcément du temps pour prendre soin de moi. Donc ça, c'est lié à ma propre organisation, hein, bien évidemment. C'est à chacun de l'adapter aussi, en fonction de là où il en est. Mais je pense que le fait déjà de se réveiller plus tôt que la moyenne, ça te laisse déjà un petit peu plus de temps pour toi. Mais alors c'est que tu dors très peu ou tu t'endors, tôt? Tu t'endors tôt. Ouais, Et parce oui, que ah c'est ouais, c'est un vrai en fait, il y a beaucoup de choses qui changent, hein, bien évidemment. C'est un vrai choix de vie et encore tôt, je sais pas si c'est tôt, à 23h, je dors. pour certains c'est tôt, pour d'autres c'est pas si tôt. OK, Parce que du coup ça te fait 6 heures de sommeil, oui, donc tout le c'est monde ça. n'est pas capable de vivre à ce rythme-là et mais oui, c'est sûr que en fait, moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que toi tu as une forme de discipline qui Oui, te permet, de t'offrir aussi, dans ta discipline, tu intègres vraiment le temps pour toi et c'est le temps ça. pour toi. Ouais, Et tu as dit le mot juste, c'est la discipline. C'est clair. ouais, C'est ouais. vraiment ça et je sais que ce mot-là fait pas écho dans la tête de tout le monde. On n'aime pas trop ce terme de discipline, ça fait pas plaisir, mais c'est vrai que c'est une des clés. C'est vraiment une des clés, c'est d'être, rigoureux et après tu peux même le transposer, c'est-à-dire que moi, la discipline que j'ai pour moi, je vois en fait que je l'applique aussi du coup dans mes activités professionnelles. Oui, c'est ça et ça te donne de l'efficacité, en fait. Exactement. Ouais. Parce que C'est ça. oui. Ben c'est vrai que quand comme ta thématique à toi, c'est le bonheur, c'est quoi le bonheur? Le mot discipline ne serait pas le premier qui me serait venu à l'esprit pour, Et oui, pour, trouver la recette, tu vois? et Et c'est oui, c'est normal. intéressant, je trouve d'entendre ça. Ouais. Ouais. Discipline, sortir de sa zone de confort régulièrement aussi. Mmh mh. Donc aller, tu vois, aller chercher, donc sortir vraiment de sa zone de confort assez régulièrement et il y a plein de petites choses comme ça qui sonnent pas très juste comme ça dans nos oreilles, parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort. On n'a pas envie forcément d'être discipliné, très rigoureux, de se poser des cadres, tu sais, puis de les respecter. Mais vraiment et bien évidemment, je ne suis pas le seul, hein, à avoir compris ça, puis à le mettre en pratique. En tout cas, moi, dans mon entourage proche, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont dans cette dynamique et vraiment on voit, toute la différence avec, j'allais dire le reste de la population. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas avec quand même beaucoup, 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 beaucoup de personnes, quoi. Et c'est ça qui change tout, quoi. C'est vraiment cette discipline de qu'on s'accorde pour soi, quoi. Tu peux donner un exemple, de ce que c'est que sortir de sa zone de confort, pour toi? Oui, j'en ai plein. Tu vois, par exemple, à Montpellier, tu es déjà venu ici, chez moi à Montpellier? Bon, il fait super beau, il fait chaud, on est souvent en tongs, mais en hiver quand même, il peut faire quand même très froid. Et donc, en hiver, moi, parmi cette discipline que j'ai mis en pratique, je fais du sport. Pour moi, le sport, c'est aussi une activité physique. Ça peut être de la marche, hein, tout simplement. Donc, une activité physique, c'est vraiment important pour tout à chacun. Donc, moi, c'est plutôt faire du vélo. Donc, en hiver, quand il fait froid, j'ai pas forcément envie de porter mon vélo sur 3 étages, de mettre mon bonnet, mes gants et d'aller faire du vélo pendant 1 heure alors qu'il fait, je sais pas, 0 degré. J'ai envie de rester ici, de me faire un petit chocolat chaud tranquille avec de la crème chantilly, et puis voilà, tu vois? Mais par contre, j'ai tellement pris l'habitude de passer au-dessus de ça, c'est-à-dire, en fait, de pas vraiment écouter ce truc-là qui dit: «Oh non, non, vas-y, reste, tu mieux ici». Parce que je sais que quand je vais y aller et que quand je vais revenir surtout, je serai dans une énergie complètement différente. J'aurai une vitalité complètement différente et je le mesure maintenant avec le temps parce que ça fait plus de 34 ans donc je m'observe, je te dis, je suis un peu comme un chercheur pour moi. Je vois vraiment tout ce que ça m'apporte. Plus de créativité, beaucoup plus connecté aussi à ma partie intuitive, les relations sociales aussi, que ce soit avec ma compagne, mes amis, mes collègues, tout est différent. Parce que parfois, ça m'arrive bien évidemment de ne pas pouvoir avoir cette rigueur et je vois aussi toute la différence.
ma créativité est différente, les échanges avec les gens sont différents, mon mindset est complètement différent. C'est-à-dire que quand je me mets derrière mon ordi, quand ça m'arrive et que je suis plus dans cette dynamique, j'ai l'impression d'avoir une montagne de choses à faire et je me dis: «Mais comment je vais faire, quoi?» Et en fait, quand je suis tout le temps dans cette énergie-là, donc de prendre soin de moi, ça coule, tout est fluide, tu vois? Il y a vraiment, et j'ai cette chance de pouvoir mesurer vraiment à chaque fois les différences. Parce que, bah, j'ai commencé il y a très, très longtemps en arrière et donc bah, je suis passé par plein de phases et je vois maintenant ce qui me correspond profondément et qui est assez évolutif, hein. Peut-être que dans 4-5 ans, ça sera encore autre chose. D'où la nécessité de s'observer, tu sais, d'être un peu comme un chercheur une fois de plus, quoi. Donc voilà un exemple. Bah, des fois, j'ai pas envie d'aller faire du vélo ou des fois, les matins, j'ai pas envie de faire du yoga. Tu vois, j'ai pas envie de faire des exercices de musculation, de faire tous les exercices que je fais le matin pour réveiller mon corps en douceur. Bah, il y a des fois, non, j'ai vraiment pas du tout envie, quoi. Et donc, à chaque fois, je vais au-dessus de ça parce que je sais que quand j'aurai terminé, je serai dans une autre vitalité, dans une autre énergie et que ça va m'accompagner après toute la journée. Bah, alors du coup, est-ce que tu dirais que, cet équilibre-là, n'a rien à voir avec la liberté? Parce que là, dans ce que tu racontes, on a l'impression qu'il y a de la contrainte. Non, pas de contrainte. C'est pas de la Il y a contrainte. C'est pas du tout de la contrainte. Non, parce que alors peut-être qu'au début, si tu commences à te lancer, dans cette initiative, peut-être qu'au début, tu peux ressentir une forme de contrainte parce que en fait, il faut que tu crées une nouvelle habitude. Donc, les nouvelles habitudes, elles mettent toujours un petit peu de temps à s'ancrer. Donc au départ, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ça, c'est une évidence. Je dis pas que c'est simple, hein. Donc évidemment, c'est pas forcément simple. Par contre, justement, si tu persévères et si tu es discipliné et rigoureux, bah, au fur et à mesure, tu vas ressentir les bienfaits. Moi, je défie quiconque de ne pas ressentir les bienfaits si, par exemple, on isole juste une chose, l'alimentation, et je pense que tu es bien placé aussi pour le savoir. Si les gens mettent beaucoup de temps et d'énergie sur leur alimentation en comprenant que ce que disait Hippocrate était quand même plutôt vrai, que c'est leur premier médicament et qu'on ne mange Mmh. pas juste parce qu'on a faim, mais qu'on mange parce que c'est bien de cuisiner, des bons produits, que ça nous fait du bien, que ça nous apporte de l'énergie, de la vitalité. Rien que ça, déjà, si tu te concentres là-dessus, et je sais pas, on va dire au bout de 3-4 mois, moi je défie quiconque de me dire qu'il ressent pas des bienfaits. C'est impossible. Alors, comment tu expliques qu'il y a pas plus de gens, qui le mettent en œuvre? Puisque ça a l'air d'être simple au fond. C'est ça, C'est bah ouais, parce que c'est hyper simple, c'est ça qui est dommage. C'est que c'est toutes les choses qui sont simples devant nous, le sport, l'alimentation, le sommeil, des exercices de relaxation, la nature. Tout ça, c'est des choses ultra simples, ça ne demande pas d'argent, c'est devant nous, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'ai habité en ville pendant 34 ans à Paris, et j'ai réussi aussi à faire tout ça, donc c'est vraiment accessible, je pense, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. S'il y en a beaucoup qui ne se lancent pas dans cette direction, c'est pour plusieurs raisons. La première, pour moi, c'est qu'on ne nous éduque pas à prendre soin de nous. Ça fait pas partie de notre modèle sociétal. Bien au contraire, on nous fait croire que c'est égoïste, en fait, de s'occuper de soi avant de mmh. s'occuper des autres. Donc déjà, il y a tous ces schémas à déconditionner, tu vois. Donc ça, déjà, bah, faut déjà le conscientiser. Et une fois conscientisé, après, il faut se déconditionner de tout ça. Et le deuxième point, bah, c'est que, on est dans une société, où bah, c'est pareil, je pense que tu dois en parler dans ton livre. En gros, tout est axé autour de la peur, hein, pour synthétiser. Tout va très, très vite et plus les années passent, plus ça va très, très vite et donc ça laisse l'impression à une grande majorité de la population de pas pouvoir avoir le temps de mettre pause et de se poser les bonnes questions. Mmh. Donc c'est sociétal. On va dire, grosso modo, c'est quand même plutôt sociétal parce que même l'éducation est liée aussi à notre société, quoi. Donc, peut-être les premières choses à faire, c'est, éliminer la télévision, aller choisir son actualité, tu vois? Aller choisir ses médias déjà pour, libérer un peu d'espace dans sa tête. Parce que oui, si, là, tu es habitué à regarder, la télévision quotidiennement, et à suivre, je sais pas, même la radio, les médias qui sont, voilà, le mainstream, quoi, en gros, bah, tu as ton cerveau qui est déjà quand même bien encombré de beaucoup de choses, pas positives, très anxiogènes, très négatives. Donc là, ouais, c'est très challengeant du coup de dire: «Bon, OK, il a raison Julien, moi je commence demain, quoi». Ouais, c'est ça. Il y a un gourou indien très médiatisé que j'aime bien, que tu dois connaître, qui s'appelle Sadhguru Oui, et qui dit que, en fait, on nourrit notre cerveau, avec une alimentation, tout comme, on nourrit notre corps avec une alimentation
et que si dans notre cerveau, on met plein d'infos complètement anxiogènes, de la violence, du crime, voilà, des désastres, et qu'on s'abreuve de ça, effectivement, il fait des indigestions, quoi. Tout comme on pourrait le faire avec l'alimentation. Donc, ouais, moi, ce parallèle me parle bien, effectivement, et que pour pouvoir avoir une vision plus positive, plus claire et plus heureuse de ce que peut être la vie, notre cerveau, il a besoin de se nourrir avec de la beauté, avec des pensées positives. Et, voilà, C'est c'est ça. aussi ce que Et puis, Mm. et c'est intéressant, je reviens à l'alimentation. À l'heure d'aujourd'hui, merci les scientifiques et les neurosciences, ça y est, maintenant on fait aussi le parallèle entre ce qu'on mange et ce qu'on pense. Alors qu'avant, on ne s'intéressait pas trop à ça, mais maintenant il y a un vrai parallèle qui est prouvé scientifiquement pour les gens qui sont cartésiens. Vraiment, c'est intimement lié. Donc, ce qu'on mange, c'est un peu ce qu'on pense aussi. Donc, voilà, pour ceux qui seraient Oui. intéressés, vous trouverez des études assez rapidement sur le web. Et moi, j'avais envie de te demander, parce que je sais que tu as consulté énormément de personnes, des personnalités, mais et puis tout plein de gens que tu as rencontrés dans tes voyages, en leur posant cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et est-ce que ce que tu viens de nous partager là, c'est ta propre approche du bonheur, ou c'est quelque chose que enfin, si tu avais une synthèse à faire de ce que tu as entendu, est-ce qu'il y a des grandes lignes qui émergent, et c'est quoi ces grandes lignes que tu aurais entendues chez les autres aussi, ouais. Voilà, qu'est-ce qui vient de toi? Qu'est-ce qui vient de l'enquête que tu as fait? Et quelles sont les grandes lignes? Bah, je crois en fait que c'est, la substantifique moelle de tout, de mes voyages, de mes rencontres, des interviews, de mes lectures, de mes méditations, de toute ma vie, en fait, jusqu'à présent. C'est vraiment, ouais, la substantifique moelle de tout ça. Donc, comme je te le disais, le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, ça nous concerne tous et ça ressort très souvent. Ça ressort vraiment très, très souvent. Après, il y a une fameuse étude aussi qui est l'une des études la plus connues autour du bonheur, tu sais, qui a été menée pendant 75 ans par Harvard et qui montre que, bah, le plus important de tout, c'est le lien social et c'est notamment la qualité des liens sociaux que tu tisses, Mmh. que ce soit d'ailleurs, des amis, la famille, la relation que tu as avec ton chéri, ta chérie. C'est vraiment ça l'ingrédient le plus important pour un être humain. Ils ont même mené des expériences, mais horribles, à une certaine époque dont je ne me rappelle plus la date, où ils ont isolé des enfants, des bébés, des enfants de tous liens sociaux et malheureusement, bah, au bout d'un certain moment, ils décèdent naturellement parce qu'ils sont coupés justement de ces liens. Donc ça, c'est vraiment le point super important. Et après, bah, tout le reste, c'est des grands basiques. Vraiment, si tout le monde faisait du mieux qu'il peut pour reprendre en main son alimentation, pour être respectueux de son sommeil, pour avoir une activité physique régulière, donc peu importe le nombre de jours hein, ou le nombre d'heures, mais quelque chose de régulier. Si ils allaient très souvent aussi dans la nature, ça peut être un parc, une rivière, une montagne, une plage. S'ils faisaient des exercices de relaxation juste 10 minutes par jour, tout ce que je suis en train de dire, une fois de plus pour les cartésiens, il y a plein d'études scientifiques, plein, 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 que ce soit pour la nature, des exercices de relaxation, l'alimentation, le sommeil, le sport. Il y a plein d'études maintenant qui nous montrent vraiment les bienfaits, mais à tous les niveaux pour notre corps. Donc moi, je n'invente rien, tu vois. C'est juste que je remets devant les yeux de tout le monde les bases pour les êtres humains. C'est vraiment la base. Et après, bah, évidemment, il y a d'autres choses. Après, il y a ce qu'on appelle notre monde intérieur, cultiver une forme de spiritualité. Après, il y a plein d'autres choses. Mais la base, c'est vraiment ça. Après, dans les définitions du bonheur, j'ai interviewé plus de 1500 personnes. J'en étais arrivé à une conclusion, en fait, en me disant, bon, bah, à l'époque, on était 7 milliards, là, on est 8 milliards. Et je disais, bah, si on est 7 milliards d'individus, bah, il y a 7 milliards de définitions. On avait tous quand même, de ce que j'observais, à chaque fois, il y avait quand même un point de vue qui était relativement différent de l'autre personne que j'avais interviewée, avec des choses qui se croisaient, bien évidemment, mais quand même avec un angle et une perception qui était assez propre à chaque personne. Donc si on est 8 milliards aujourd'hui, il y a peut-être 8 milliards de définitions différentes. Ouais, c'est ce qu'on dit en CNV, tu sais, en communication non violente. On dit que
Euh, Même s'il y a des besoins qui sont universels, les stratégies pour nourrir ces besoins, elles peuvent être complètement différentes. Quelqu'un pour se Ouais, relaxer peut avoir besoin de courir et puis l'autre de c'est vautrer ça. sur un canapé, quelqu'un d'autre de Mhm. lire, quelqu'un d'autre de jouer du violon. Et, Tout à voilà. fait. Et c'est des stratégies très très différentes mais qui finalement nourrissent le même besoin. Donc peut-être que pour le bonheur, c'est aussi la même chose. Il y en Oui, a, leur c'est bonheur exactement. va être de vivre en ville, au milieu entouré de milliers de personnes, et puis d'autres, d'être en pleine campagne, dans le C'est silence. ça. C'est ça. D'où l'importance, tu vois, de se positionner en tant que chercheur, de Mmh. vraiment apprendre à se connaître, de vraiment savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui me nourrit, c'est quoi mes besoins. Parce que tu viens de le dire de manière très juste, on est quand même tous différents. Et donc, bah, c'est à chacun de trouver vraiment ce qui est réellement bon pour lui, quoi. Et ça, c'est un vrai challenge parce qu'on nous a pas appris ça, hein. On nous a pas appris à s'occuper de soi. On nous a vraiment fait comprendre que c'était totalement égoïste de s'occuper de soi avant de prendre soin des autres. Donc c'est pas une logique. Dans d'autres pays, c'est un peu plus logique, mais ils sont pas si nombreux que ça. Mais nous, en France, on en est encore très loin, même si on va quand même globalement dans une bonne direction, hein. Ça serait intéressant d'en reparler dans une génération, dans 25 ans. Il y a de plus en plus de prise de conscience. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler, parce que j'imagine que si tu as écrit ce livre, c'est aussi pour continuer à... Moi, j'aime bien, hein, cette idée d'être un jardinier, de semer des graines. Donc, j'allais dire de semer des graines et d'inspirer les gens, d'accélérer peut-être des prises de conscience. Donc, j'imagine que c'est pour ça aussi que tu l'as écrit. Bah, à vrai dire, je l'ai écrit parce que c'était une commande d'Actes Sud Ah oui, et d'accord. parce que le sujet, de la violence, et au début, ça devait s'appeler «De la violence», hein, c'était le titre qu'ils avaient pris, voilà, tout simplement, c'était un essai et puis finalement, voilà, on est arrivé à cet ouvrage, qui est à mi-chemin entre un essai et un témoignage de ce que j'ai pu traverser dans ma vie. Et je crois que s'il y a eu ce besoin de parler de ce sujet, c'est parce que bah, le sujet de la violence, il est constant, il est tellement présent tout le temps, tout le temps, tout le temps dans nos vies, et que finalement, il représente assez bien. C'est comme un terme générique qui peut englober un peu bah, toutes les difficultés, l'ensemble des difficultés, à la fois du présent, du passé, du présent et du futur, hein. Donc c'est un sujet extrêmement large, mais je me rends compte à quel point, moi qui suis dans des associations plutôt militantes, des associations qui sont assez opérationnelles, qui vont mettre en œuvre des solutions par rapport à l'écologie, par rapport à des solutions de société aussi, par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants et tout ça. Bah, il y a rien qui pourra vraiment se mettre en œuvre de manière durable si on ne s'occupe pas de cette question-là. Cette question de la violence, cette question de ce qui nous anime en profondeur, et en lien avec nos souffrances, en fait. Voilà, donc Ok. parce que la violence, c'est vraiment le résultat de la souffrance. C'est vraiment ça qui s'exprime, et donc d'où la notion de prendre soin, dont tu viens aussi de parler, mais c'est prendre soin, d'être des caregivers pour nous-mêmes, pour les autres et pour la nature. Donc c'est vraiment réhabiliter cette capacité que nous avons, de manière assez naturelle, assez innée, mais il faut aller la chercher un peu loin parce qu'elle est bien ensevelie sous des couches de drame, hein, de comment on va dire, oui, d'événements qui se sont superposés dans nos histoires et qui font que, eh bien, nos capacités à prendre soin, elles ont pris un sérieux coup dans l'aile, et il faut les désencombrer un peu de tout ce qui nous a fait mal, de tout ce qui nous a blessés dans nos histoires, de tout ce qui a été toxique aussi, hein, en termes d'éducation. Enfin voilà, moi je crois qu'on est dans un système éducatif, et notamment le système scolaire, qui ne prend pas soin d'une partie, d'une partie de la personne qui est très sensible et précieuse. Le simple fait d'être en compétition, d'être constamment jugé, noté, évalué, classé,
de devoir étudier des sujets qu'on n'a pas choisis, qui contreviennent en fait à notre enthousiasme naturel, à nos élans d'apprendre, de créer, de découvrir. Bon, mais tout ça fait qu'on s'est créé en fait un petit enfer, et pas que pour les enfants, pour les adultes aussi. Il y a énormément de gens en souffrance. La preuve, tu as sans doute entendu parler de la grande démission, qu'on appelle Oui. Big Quit aux États-Unis, qui est considérable. Et donc, qui nous a montré, suite à la crise sanitaire, que quand les personnes se reconnectent en fait à ce qui est vraiment à l'essentiel, il y a l'impossibilité de faire comme avant. Mm. Il y a de l'impossibilité d'accepter ce qui devient à un moment donné inacceptable, parce qu'on fait pause et vraiment on se rend compte de ce qu'on vit, de ce que sont nos vies, on se rend compte aussi de ce qu'est la vie, que la vie, tu l'as dit tout à l'heure, est quelque chose d'éphémère, de court, et dont on a besoin de prendre soin à ce titre, parce que comme elle est courte, elle est précieuse aussi. Et qu'on n'a plus envie de la gaspiller. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Après, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, parce que ça m'a quand même bien interpellé, ce phénomène de la grande démission. Aux États-Unis, c'est 1/3 des salariés Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et en France, on parle de entre 700 000 et 1 million de personnes qui auraient quitté leur vie d'avant. Après, il y en a pas mal qui y sont retournés, paraît-il aussi. Ouais, ouais. Il y a la réalité financière et la réalité matérielle qui a rattrapé pas mal de gens. Mais cet élan-là, il est stupéfiant. Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de gens qui sont pas bien dans leurs chaussures, quoi, et en désaccord profond avec ce que la routine du quotidien leur fait vivre, hein. Voilà. Donc, Mais oui. mmh. Oui, puis ça va de pair avec, leur métier, hein. Beaucoup, font un métier qui est purement alimentaire, donc forcément, on ne peut pas considérer qu'ils soient épanouis, dans leur monde professionnel, tout en sachant que c'est là où on passe le plus de temps aussi, globalement, dans notre vie. Donc là, encore un point aussi, sur lequel il serait intéressant de faire évoluer un peu les mentalités. Après, c'est sûr qu'on va de plus en plus dans cette direction, hein, mais oui, le gap est encore loin, hein, quand même de passer, Moi, je remercie le confinement, tu vois? Ça me fait penser à ça parce que je trouve qu'il y a eu des accélérations de prise de conscience, comme tu le dis, hein. C'est le fait qu'il y ait des gens, qu'il y ait 1 million de Français qui quittent leur job, c'est quand même pas rien, parce que justement, il y a des prises de conscience. Et ça, je trouve, c'est le côté positif, notamment de ce qu'on a vécu. Et encore, c'est des chiffres, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de personnes que ça, en réalité, quoi. Parce que oui, enfin, ils ont réussi à mettre pause. Ils n'avaient pas le choix, en fait. Donc, quand tu mets pause, oui, et bien évidemment, ça y est, il y a des questions qui te viennent à l'esprit, de manière totalement naturelle, quoi. C'est ça. Et c'est ça, et ouais. Mmh. C'est ça. Après, ça pose la question, enfin, et j'avais envie de te poser cette question aussi, de savoir, toute cette démarche autour du bonheur, est-ce que ça te permet justement d'avoir une vision un petit peu méta de ce qui pourrait se passer sur un plan sociétal? Parce que, tu sais, le fait de s'occuper de soi, prendre soin de soi et tout ça, il peut aussi, enfin, le pendant, ça pourrait être une vision un petit peu californienne Mmh. du soin. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Oui, je je vois. m'occupe de, voilà, je fais mon yoga, j'ai mon diététicien, mon psy, mon truc, mon conseil, voilà, et c'est pour, on pourrait le caricaturer un petit peu comme ça, et ce serait dommage, Ouais. parce que j'entends bien ce que tu dis par rapport à l'essentiel, qui est de prendre soin de soi avant tout. Et en même temps, je me dis: «Mais ça, où est-ce que ça nous mène en termes de société?» Voilà, je Alors, m'interroge. le danger pour moi, c'est si, la société s'en empare, si les médias s'en emparent, si les industries s'en emparent. S'ils voient, en fait, là-dedans des thunes à se faire, on peut aller dans cette direction, c'est possible. Mais quelque part, ça restera tout de même positif. Parce que, ben, enfin, une grande majorité de la population, déjà au moins, auront pris conscience. Donc, je pars dans l'hypothèse où vraiment le mainstream s'empare du sujet, la société, les politiques, tu vois, vraiment, ça devient quelque chose d'important, on va dire. Au moins, le job aura été fait. On aura touché des millions et des millions de personnes à se poser les bonnes questions. Mais d'un autre côté, effectivement, bon, c'est un peu caricaturé, hein, comme tu le dis, mais on pourrait se retrouver dans une, je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont été en Californie, mais moi, du coup, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et en même temps, c'est la culture américaine.
Je pense pas que nous, on puisse, vriller dans ce type de culture ici en France. C'est quand même très différent, culturellement, notamment la Californie, hein. Là, c'est même pas les États-Unis. Pour moi, c'est la Californie de New York et notre culture française, c'est vraiment, une façon de percevoir le monde qui est complètement, différente. Donc je pense pas quand même qu'on pourrait en arriver là, mais si on devait plus ou moins se rapprocher de ça, pour moi, c'est parce que les médias, le monde de l'entreprise, auraient flairé, l'idée de gagner des sous, en fait, autour de ça, quoi. Et donc du coup, ça change totalement le game, effectivement. C'est quand même déjà là, ça, puisque quand tu regardes même les étals de livres sur le bien-être, la santé, l'alimentation, tout ça, les livres, les stages, le côté développement personnel, Ah mais euh, c'est minoritaire, hein. C'est et puis tu minoritaire. vas dans... ou- Sans doute, mais ça existe quand même. Il y a des personnes qui peuvent se sentir exaspérées par les prix qui sont pratiqués, par exemple, dans les salons de bien-être ou d'écologie ou pour avoir la super casserole, il faut lâcher 300 euros, tu vois. Mmh. Et voilà, ça pose la question du coup, est-ce que le bonheur c'est pour tout le monde, tu vois? Je pense pour une grande majorité. Moi, j'essaie toujours de réfléchir de manière très globale. Après, parce qu'il y aura toujours des contre-exemples, quoi qu'il arrive. Mais mmh. de manière vraiment globale, oui, je pense, mais il faut que ça soit, un projet sociétal sensé, quoi. Vraiment. Parce que oui, les bancs de l'école, c'est hyper important, bien évidemment, mais ça sera pas suffisant en soi parce que si au foyer ça suit pas, si les parents sont pas aussi dans cette dynamique, bon bah ça crée un décalage quoi. Donc on le voit d'ailleurs dans les écoles alternatives, hein, tout simplement, hein. Si les parents suivent pas derrière, bon bah ça crée un décalage. Donc il faut vraiment que ce soit un projet. Regarde, on cite souvent en parlant de ça les pays du Nord, tu sais Mmh. l'Islande, la Finlande, on dit qu'ils sont très avancés sur nous par rapport au système éducatif. Et c'est pas pour autant que l'ensemble de la société tend vers des êtres humains qui sont bien dans leur tête, bien dans leur corps, très épanouis. C'est pas non plus la clé miracle. Ouais. Je crois que c'est un pays nordique qui a la palme du bonheur d'ailleurs, c'est quoi? C'est pas Oui, alors je trouve ça toujours assez étrange, je me dis: «Mais comment on peut évaluer ça?» Enfin mais ça oui, part. ça me fait sourire parce que c'est pareil, il parle aussi C'est la Suède, du non? du Touban, du Bhoutan, pardon. Le Bhoutan, tu sais, où ils mesurent justement, ils ont le produit intérieur du bonheur, quoi. Mmh. Mais qui est pour moi est plutôt un appel, marketing commercial qu'autre chose. Parce que moi j'ai une amie avocate qui va très souvent là-bas pour des projets, et elle me dit que c'est pas du tout, enfin quand tu es sur place, tu pas l'impression de vivre dans du bonheur, quoi. Donc c'est surtout pour, faire parler, je pense, de leur pays, quoi. Après, je ne dis pas qu'ils mettent pas en place des projets, hein, bien évidemment, et beaucoup plus que dans d'autres pays. Ça, c'est une certitude. Mais on est très, très loin de ce qu'on pourrait dire du monde des bisounours, quoi. Ouais, et moi qui ai voyagé un peu en Afrique de l'Ouest, sur le continent africain, tu as quand même des constantes, qui sont, et peut-être, dans tous les je sais pas si c'est dans tous les pays, «pauvres» entre guillemets, mais en tout cas sur le continent africain, on a quand même une constante, assez joyeuse. C'est vrai. Ce sont des cultures où on rit beaucoup, où on joue de la musique, où on danse, Mmh mh. même quand il y a rien, on danse, on partage, on fait des Ouais. repas, la moindre occasion, pour, partager, voilà, un plat un peu exceptionnel, enfin et il y a le sens aussi de l'accueil, de la convivialité, donc on se C'est clair. réjouit quand il y a un étranger qui arrive, voilà et c'est quoi leur recette à eux, du bonheur alors? Ils sont pas dans le matériel. Mmh. C'est tout ce qui nous bloque, dans nos sociétés. On est très tourné autour du matériel et la société nous fait croire qu'on va être heureux justement parce qu'on possède. Alors que enfin tout le monde, maintenant malheureusement tout le monde pas, mais j'allais dire tout le monde le sait, c'est pas du tout en possédant qu'on est heureux, quoi. Mmh. Et c'est ça pour moi parce que je te rejoins complètement et ceux qui voyagent un peu aussi, on le voit et on a le même discours. Mais ma conclusion, bah, tu me diras d'ailleurs si tu la partages, c'est parce que justement ils ont pas de dans la possession matérialiste, quoi. Ils sont pas du tout là-dedans, quoi. Ils sont juste, dans la vie de tous les jours, tout simplement, quoi. Manger, dormir, être avec les gens, rigoler, mais ils sont pas du tout, ouais, dans cet aspect très matérialiste, de nos sociétés, bourgeoises, quoi. Parce que c'est une grande question bourgeoise, hein, de se poser la question: «C'est quoi le bonheur pour moi?» Je Ils se posent pas beaucoup cette question, hein, quand tu vas dans ces pays-là, quoi.
Et il y a une richesse, très souvent, parce que là, tu vois, je viens de voir passer mon ami qui est touareg, là, par la OK. fenêtre, parce qu'il est en séjour chez nous. Et lui, bah, il vit dans le désert du Sahara, il vit vraiment à 200 kilomètres de la première ville. Ah, mais Et je le connais! El Il était Ajmaout, venu il était venu au festival? oui, je OK, je crois, vois. Oui, je ouais. vois. OK. Et ah bah oui, il avait vendu des bijoux, je pense, Oui, hein, oui, oui. Ouais. tout à fait. Et lui, bah, il nous raconte souvent comment ça se passe chez lui. Et une des richesses, il me semble aussi, bah, tu parlais du lien social tout à l'heure. Alors le lien social, il est énorme chez eux. Et il y a une espèce de sécurité que tu peux jamais te retrouver exclu, te retrouver seul, te retrouver démuni en termes de soutien. Et ils ont un réseau social qui est très puissant. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le vérifier parce que j'avais un autre ami africain qui avait un problème dans un autre pays, et le réseau Touareg a été tellement réactif, et en 2 heures de temps, on avait trouvé une solution. Et là, tu te dis, waouh, mais c'est beaucoup plus puissant qu'Internet, en fait, leur réseau. Parce que Ouais, ça ça s'est comme fait comme ça, bam, 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 par connaissance. Et on a trouvé une solution à une situation qui était même dangereuse, hein. C'était une situation avec du terrorisme. OK. Et voilà, donc je me dis, mais waouh, ils ont une racine. Moi, ça me fait penser à cette racine des chênes, là, qu'ils ont une racine pivot qui descend comme ça, très profond dans la terre. Et on sent que ce sont des peuples qui sont vraiment, qui ont vraiment une identité séculaire, avec des repères culturels partagés, qui sont très très forts. Et ça, c'est une sacrée richesse aussi, une sacrée source je vois, de sérénité. Parce qu'on peut très bien ne pas savoir ce qu'il y aura demain à manger, mais quelque part être en sécurité parmi les siens, quoi. Et ça, c'est voilà, ça ici, ne serait-ce que quand tu te promènes dans les rues de Paris et puis que tu vois tous ces gens qui sont par Mmh. terre, qu'on enjambe presque, nos frères et sœurs, quoi. Pour moi, c'est vraiment une grosse, grosse différence avec d'autres cultures. Effectivement. Complètement, bah, on est totalement déshumanisés, hein. Mmh. Moi, c'était le sentiment que j'avais quand j'habitais à Paris. Tu sais, j'étais dans un 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur et j'y suis resté 10 ans avant de m'installer ici à Montpellier et j'avais vraiment le sentiment qu'on était, tu sais, tous dans des cages à lapins et Mmh. ça m'est arrivé tellement de fois, tu sais, de sortir de chez moi et de sentir qu'il y a quelqu'un qui sort au même moment aussi dans le couloir, mais le fait qu'il m'ait entendu sortir, il attend. Tu vois? Genre pour pas me croiser quoi, pour pas me dire bonjour, très, très spécial et puis, bah, ou de croiser des gens quand tu montes ou quand tu descends, bah, c'est la base quoi, bonjour. Bah, les gens ils te disent pas bonjour quoi. Ouais, c'est ça. Combien de fois ça m'arrive encore même aussi, hein. C'est assez incroyable quoi. C'est comme si on était, tu sais, tous sur pilote automatique, et qu'on voyait pas du tout ce qui se passe autour de nous, qu'on réfléchit même plus et voilà, moi, l'image que j'avais à l'époque, c'était des cages à lapins. Peut-être que maintenant, ça pourrait être une autre image, ouais. Pilote automatique, on est tous sur pilote automatique. Et c'est quelque chose qui est aggravé par aussi les prothèses numériques, parce qu'aujourd'hui, ben, la plupart des gens ne peuvent même pas entendre, en fait, parce qu'ils ont des écouteurs dans Mmh. les oreilles, donc ils peuvent même pas entendre les autres autour. Et on ne les voit pas non plus, et le cerveau est accaparé, on est relié dans d'autres espaces-temps. Donc de toute façon, voilà, Ah ouais, tu es plus connecté aux gens, c'est clair. Ah ouais, c'est ça ça. désindividualise complètement, ouais, c'est sûr, ouais. Mais moi, je rencontre quand même beaucoup, justement, de cette jeune génération 20-30 ans qui passe à l'action, chose que ma génération à l'époque ne faisait pas. Moi, j'étais un peu comme un ovni, tu sais, je me sentais un peu seul quand même dans mes idées, dans ce que je faisais, dans ce que j'avais envie de faire, dans mes projections, j'étais quand même un peu seul et là, je trouve qu'il y a quand même toute une communauté de cette génération 20-30 ans qui est très active, parfois avec des bons réseaux, tu vois? Tu l'observes toi aussi de ton côté? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en ce moment, moi, j'observe 2 phénomènes. J'observe un phénomène où oui, on va vraiment, il y a comme une marche en avant comme ça pour aller se demander, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Donc, nous ici, on a un lieu où on accueille, donc il y a pas mal de groupes de transition qui passent, et il y a pas mal de jeunes, entre, oui, 18 et 30 ans, qui viennent, par exemple, des groupes qui voyagent à vélo, qui cherchent,
des innovations ou qui sont en transition après des études qui ne font plus sens et qui cherchent la suite de leur chemin, etc. Donc ça, c'est vrai, ça existe et c'est là. Et en même temps, j'observe aussi un autre phénomène en parallèle qui est un peu le syndrome du Titanic, dont avait parlé Nicolas Hulot à l'époque. Et je te donne un exemple. Je suis allée à Montpellier il y a une dizaine de jours parce que j'étais invitée dans le cadre d'un congrès qui s'appelle Pioche, qui est organisé par Pioche Mag, qui est un magazine qui s'interroge sur l'écologie et l'avenir. Et c'était dans un tiers-lieu où il y avait plusieurs centaines de jeunes. Et tous ces jeunes, il y avait un concert le soir avec une tête d'affiche. Et en attendant le concert, dans la programmation de cet événement, il y avait plusieurs conférenciers qui parlaient d'environnement, qui parlaient de recherche en écologie, qui parlaient... moi, je suis venue parler des oasis et des alternatives sociétales qui peuvent être mises en œuvre. Et dans ce brouhaha de ce tiers-lieu, il y avait 20, 30 personnes qui écoutaient. Et tout l'ensemble des jeunes étaient tous occupés à boire des bières et à attendre le concert. Et là, j'ai eu quand même un choc. Je me suis dit, et ça s'est reproduit encore récemment dans un autre événement. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de nouveau depuis le confinement. C'est que les jeunes sont en train de déserter l'agora publique où on tient débat pour savoir comment on va construire notre avenir. Là, je sens quelque chose qui est de l'ordre peut-être du découragement ou je sais pas, du divertissement, où il y a un peu un mélange des deux qui fait que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le creux de la vague là en ce moment. Alors peut-être toi, tu as d'autres exemples qui te montrent que les jeunes sont au travail, en train de transformer le monde. Oui, J'ai un tellement. petit problème là-dessus. Ouais. J'ai tellement d'exemples. Pierre, tu continues à recevoir le magazine Innovation d'éducation? Oui. Ouais, donc là, normalement, je sais pas si c'est le cas, mais si c'est pas le cas, tu vas bientôt recevoir le prochain. C'est avec des petits astronautes sous fond jaune. Tu l'as reçu celui-là ou pas? Celui-là, non, pas Non, bah, encore. tu vas bientôt le recevoir. En fait, le titre, c'est «Peuvent-ils encore changer le monde?» Donc ce magazine-là, il arrive là pendant le mois de juillet. Pour nous, c'est 100 good vibes et justement, tu verras, il y a plein d'initiatives de jeunes. D'accord. Je voulais mettre en avant justement plein de jeunes en fait qui se mobilisent un peu partout, quoi. Et encore, c'est à peine représentatif évidemment de ce qui se passe. Mais c'est ce que je te disais. Moi, je pense que c'est beaucoup lié aussi à mon microcosme. Bien évidemment, moi, je suis plutôt en contact avec des gens qui se bougent, qui passent à l'action, qui inspirent des gens aussi autour d'eux. Ça fait partie de mon univers quand même depuis de nombreuses années, donc j'ai bien conscience de ça, forcément. Mais pour moi, ce qui fait la différence, parce que je peux que comparer par rapport à ma propre génération, c'est que nous, on n'était pas du tout comme ça, vraiment pas du tout. Donc là, limite qui est peut-être, pour être sympa, 50-50, c'est-à-dire 50% des jeunes, tu vois, qui sont complètement perdus, qui désertent l'agora, comme tu dis, et qui, comme tu dis, ils sont pas du tout dans ce trip-là, et puis 50% qui passent à l'action, c'est déjà énorme par rapport à ma génération de l'époque. Et c'est ça, moi, qui me donne, tu vois, de l'espoir, de l'optimisme, c'est qu'il y a au moins une partie de cette génération, de cette jeunesse qui a compris. Et au-delà de comprendre, qui se pose des questions et qui se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment nous, on peut essayer soit d'inverser le processus, soit d'être tout simplement actif. Et ça peut passer par plein de leviers. Et ça touche d'ailleurs tout, la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture, l'agroalimentaire, à tous les niveaux, quoi. Ça, pour moi, c'est quand même très positif. Oui, sans doute. Et puis peut-être que tu vois, les jeunes qui sont vraiment dans l'action, ils sont pas forcément dans les festivals, ils sont plus forcément en train d'en parler sur l'agora, justement. Ils Oui, sont peut-être déjà dans un quotidien qui les appelle et qui fait qu'ils c'est sont ça, mobilisés sur c'est le ça, terrain. c'est ça. Et par contre, ce que j'observe aussi, c'est que à l'endroit où on les attend pas forcément, il y a pas mal de gens qui sont dans des réflexions très profondes. Moi, au bureau de poste, dans le train, dans des endroits assez improbables, tu vas entendre à la pharmacie là encore récemment,
de la part d'une pharmacienne, des gens qui remettent en question le système en direct live et qui sont vraiment dans des réflexions assez étonnantes. Et Trop quand bien. tu leur dis ce que tu fais, ben voilà, on essaye de vivre plus sobrement, on produit notre nourriture. Et les gens, il y a tout de suite du répondant. Donc, tu as des gens qui sont vraiment très intéressés. Voilà, on sait, tu sais, c'est étrange, on est, voilà, on est en 2023, on ne sait pas trop où on en est dans notre évolution collective, là. Donc, on essaye d'entendre même les signaux faibles du changement, parce qu'on nous rabat beaucoup les oreilles avec justement les signaux forts qui sont les effondrements, voilà, dès qu'il y a une espèce animale qui disparaît, dès qu'il y a des catastrophes naturelles ou pas d'ailleurs, bon bah là, tout le monde est surinformé et l'information arrive massivement. Par contre, ce qu'on a plus de mal à saisir et à déterminer, c'est où on en est collectivement dans la mutation vers un lendemain viable, quoi. Et peut-être que c'est effectivement, on pourrait être surpris si on avait de quoi mesurer cette mutation, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts. En tout cas, qui sont prêts. Mais oui. Après, ils sont peut-être pas encore dans mettre en acte ce changement, mais au moment où ça va être le moment, voilà, qu'on va être au pied du mur en quelque sorte, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se seront préparés. Ah ouais, j'en Et ça, suis c'est plutôt vraiment une bonne convaincu. J'en suis convaincu et je suis sûr que si tu prends un peu le temps, mais peut-être que tu l'as fait là, l'espace de 2 minutes, quand tu t'es exprimé. Moi regarde, ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'ai créé mon entreprise. Donc en 20 ans, j'ai vu quand même l'évolution à tous les niveaux et ça a évolué positivement. Parce que je peux te dire, juste un exemple, hein, 2003, je crée mon entreprise. Je vais voir en fait le monde de l'entreprise pour parler de séjour bien-être et éco-responsable que je venais de créer. Il y avait beaucoup de chefs d'entreprise à l'époque ou de DRH qui pensaient que j'étais un gourou, que j'avais créé une secte, tu vois. 2003. Et regarde maintenant dans le monde du bien-être, on parle très facilement de yoga, de méditation, ça s'intègre dans le monde de l'entreprise, à l'école. On parle facilement de sophrologie, aussi d'hypnose, tu vois, tous ces termes que je pouvais même pas employer moi à l'époque. Parce que tu imagines, c'était juste le mot bien-être. Donc, on avance très très lentement en France, ça c'est une certitude. Mais pour moi, on avance quand même dans la bonne direction. Et je pense que, je te dis, si tu prenais peut-être un peu plus le temps, tu verrais en fait quand même qu'il s'est passé énormément de trucs très positifs dans notre société, à tous les niveaux, même au niveau de l'éducation. Et donc, je sais que moi, j'ai un penchant très optimiste, très positif, que je cultive, je le sais très bien. Mais en même temps, c'est des faits, je le constate, tu vois, c'est factuel, quoi. Bah non, avant, on pouvait pas parler de méditation. Moi, avant, quand je faisais des câlins aux arbres, bah, on me prenait pour un fou. Et maintenant, on appelle ça la sylvothérapie, par exemple. Tu vois. Et en même temps, il y a aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des forces contraires qui sont assez puissantes, assez, voilà, qui sont très contrastées et parce qu'il voilà, il y a quoi, il y a 18 mois de ça, il y a eu une pétition contre la méditation à l'école. Tu as suivi ça? Oui, mais ça y est, maintenant, ça a été adopté, D'accord. ouais, Donc, par le ça département santé du ministère de l'Éducation nationale. Ça a été validé. Donc ça a eu le mérite de reposer la question, mais peut-être qu'on est à l'heure de reposer les questions, en fait, Peut-être. tu vois, comme l'histoire de Caroline Goldman, je sais pas si tu as suivi Oui, ça. bah, bien évidemment, bah oui. Voilà, Positif. elle repose. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tant la question qu'elle pose ou les affirmations qu'elle amène, mais c'est la réponse du public, et ça fait plaisir. Oui. Parce qu'on voit que, on sent que le public est informé, averti, qu'il a compris pas mal de choses, et que donc, quand quelqu'un arrive avec une idée aussi farfelue, ça prend pas, quoi. Bah oui. Donc, Après, ça lui a fait un beau tapage médiatique, quoi. Elle a été mise en avant. oui, elle a dû quand même vendre pas mal de livres, effectivement, peut-être plus que nous, mais mais C'est bon, possible. voilà, s'il faut être, tu vois, dans des extrêmes pour être intéressant, c'est pas notre propos, hein. Non, c'est un C'est choix. c'est ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah, non, je te remercie, Julien, voilà, de continuer à faire ce que tu fais toi aussi, et qu'on puisse continuer de partager comme on le fait. Et voilà, je souhaite
que chacun de nous puisse rencontrer son public, de pouvoir continuer à contribuer, à nourrir, à échanger, à partager sur ces thématiques qui sont fondamentales et qui donnent beaucoup d'espoir, en fait, pour ce qui va se passer par la suite. Tout à fait. Et allô, avec grand plaisir. Et je me suis bien noté, dès que j'ai la possibilité, de passer te voir. Et avec plaisir. Je te dis à bientôt, Julien. Ouais, à bientôt, belle soirée. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.